On va parler de la Chine et de cet avertissement qu'elle adresse aux Occidentaux. Pas de stock de terres rares sous peine de mesures de rétorsion. On en parle avec vous, Pierre-Antoine Denet. Vous êtes rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de l'économie. Bonjour. Alors, on parle ici de terres rares. On va rappeler très rapidement de quoi on parle, parce qu'on parle de métaux, on parle de minerais. Là, ici, précisément, de quoi il s'agit ? Vous savez, les métaux rares sont aujourd'hui devenus extrêmement importants parce qu'ils servent à de multiples fonctions. On les retrouve dans les voitures, dans les avions, évidemment dans nos smartphones et nos ordinateurs. Donc c'est une sorte, c'est beaucoup de composants qui servent à ce qu'on appelle la nouvelle révolution industrielle qui est en cours. Et on parle de quel poids économique en ce qui concerne la Chine ? Alors bon, il faut savoir que la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde. Les métaux rares, ça représente 80% de la production mondiale. Caroline. Alors, Sandra vient de le dire, la Chine menace de mesures de rétorsion les industriels occidentaux qui seraient tentés de faire des stocks. Qu'est-ce que ça nous dit, le fait que Pékin veuille comme ça conserver sa domination dans ce domaine ? C'est parce que c'est un levier stratégique, notamment dans des négociations commerciales ? Oui, absolument, c'est bien ça. Mais je voudrais faire un tout petit retour en arrière pour retrouver un peu pourquoi cette agressivité chinoise aujourd'hui. En 1978, quand Deng Xiaoping, qui était à l'époque au pouvoir, a lancé les réformes économiques, qui d'ailleurs ont propulsé la Chine au niveau de devenir aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde, il avait également averti ses pairs en disant « Nous, la Chine, nous devons rester humbles pour nous faire des amis à travers le monde ». Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Parce qu'on voit bien que depuis 2012, d'ailleurs une date qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est l'agressivité qui a remplacé. Et pour reparler justement de ces métaux rares, moi j'y vois une forme de chantage, une sorte de coercition même en fait. C'est-à-dire, vous allez voir, si vous ne vous tenez pas à carreau, si vous ne nous obéissez pas, vous aurez des sanctions extrêmement dures. Et je pense que évidemment, il ne faut pas céder à ce genre de chantage. Les industries dont vous parliez tout à l'heure, l'automobile, l'aviation, la tech, est-ce qu'elles peuvent se tourner vers d'autres pays que la Chine ? Est-ce qu'elles ont d'autres options ? Oui, parce que peu à peu, on trouve des gisements de métaux rares ailleurs dans le monde, fort heureusement. Alors maintenant, entre trouver des gisements et les exploiter, ça prend beaucoup de temps. Je rappelle que les États-Unis avaient, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, des exploitations de métaux rares. Bizarrement, ils y ont mis fin et aujourd'hui, ils le regrettent amèrement. Caroline. Mais comment on en est arrivé à cette situation de monopole, de domination chinoise ? Tout simplement, vous savez, les ingénieurs chinois, tous ceux qui, prévoient le développement économique de la Chine sont loin d'être des imbéciles, bien au contraire. Donc les métaux rares, ils ont très vite compris que justement ça allait devenir pour eux une sorte d'arme, un levier politique pour l'avenir. Mais nous, on a fait l'erreur de ne pas investir assez parce que jusqu'au début des années 90, la France était l'un des premiers raffineurs de terres rares au monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait une erreur, vous diriez, ou pas ? Je pense que, si vous voulez, il y a eu une confiance en l'avenir, notamment à l'égard de la Chine, qui a provoqué d'ailleurs au fur et à mesure une dépendance extrême. On l'a vu pendant la période, la pandémie du Covid, c'est là où on a réalisé la dépendance à l'égard de la Chine. Donc aujourd'hui, cette naïveté est en train de disparaître peu à peu. Quand on parle de ces métaux rares, il y a deux choses à distinguer. Il y a les gisements, l'extraction dont vous parliez tout à l'heure, et le raffinage, qui sont finalement deux activités différentes. Et c'est peut-être là que les États, que ce soit les États-Unis ou les Européens, peuvent faire la différence et repartir dans ces activités-là ? Oui, alors bon, avec les complications aujourd'hui aux États-Unis, ça va être un peu compliqué. Quelles complications ? Donald Trump, lui, utilise également un levier politique très souvent avec des sanctions commerciales, donc c'est pas très simple. En revanche, je pense qu'effectivement l'Union européenne doit continuer sa construction justement autour de ces métaux rares et donc dépasser cette période de grande naïveté à l'égard de la Chine. Mais pardon, mais les gisements, l'extraction, le raffinage, est-ce que ce sont des activités qui se font encore, qui sont encore acceptables Oui, alors là vous touchez effectivement un point très sensible, c'est qu'effectivement ça crée une pollution considérable. Et d'ailleurs, il y a des domaines où c'est pire que ça, parce que pour ne parler que des gisements de nickel en Afrique, ceux qui participent à l'extraction, notamment, ce sont des enfants. Donc vous vous rendez compte, c'est horrible. C'est ça, on s'est finalement aussi, en termes de réputation, débarrassé de ces activités économiques. Oui, et pour prolonger, regardez les batteries qui équipent les véhicules électriques, qui d'ailleurs, ces véhicules électriques chinois qui inondent le marché à travers le monde.
Et ben là, on voit aussi que ces batteries électriques ont besoin de métaux rares, mais justement le nickel. Donc il faudra que je pense qu'on réinvente un autre modèle et qu'on arrive à... On ne peut pas se passer des métaux rares, c'est absolument impossible, franchement. Mais d'essayer de trouver une voie médiane pour faire en sorte de trouver un avenir plus propre. Et quelle pourrait être cette voie médiane? Quelle alternative aux métaux rares sur le moyen terme, au moins? Personnellement, je n'en vois pas pour le moment. Donc c'est bien ça, c'est que on s'aventure dans une espèce d'impasse, mais c'est à nous tous, et notamment nos ingénieurs, de trouver des formules alternatives. Dont la pression de la Chine, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a une autre demande de Pékin dans ce dossier. Les industriels doivent donc déposer des demandes pour importer les métaux rares et prouver aussi qu'ils ne seront pas utilisés à des fins militaires. C'est un autre volant de la négociation, mais c'est une pression supplémentaire. Alors là, je me permets de souligner une certaine ironie. Oui. Parce que quand on parle du domaine militaire, on voit bien ce que fait la Chine aujourd'hui. Alors, le budget militaire de la Chine, c'est le deuxième au monde. Certes, très loin celui des États-Unis. Mais chaque année, c'est plus 10, plus 15% de budget militaire. Alors, donnez des leçons à l'Europe, merci. Alors, est-ce que ça veut dire que ces négociations sont réalistes ou est-ce que c'est un peu la méthode Trump, c'est-à-dire qu'on va très très loin dans la pression et dans les menaces pour ensuite obtenir autre chose? Vous savez, dans le contexte de la guerre commerciale aujourd'hui, Chine et États-Unis, je rappellerai qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps un sommet UE, Union européenne-Chine, qui s'est mal passé. Parce que justement, Madame van der Leyen, la Commission européenne, a bien compris qu'il fallait aujourd'hui mettre fin à cette dépendance. Et donc, l'atmosphère a été carrément glaciale. Et la Chine espérait un peu le contraire, c'est-à-dire, voyant qu'aujourd'hui, Donald Trump... passez-moi le terme, mais baisse-culotte face à la Chine, ils espéraient que l'Europe allait faire pareil. Mais non, pas du tout, bien au contraire. Climat très tendu dans ces négociations entre les grandes puissances en ce moment. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet, rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine, d'être venu nous voir. Asia Magazine, prochain numéro, fin octobre, 4e. Oui, avec une dominante sur l'Inde. Sur l'Inde, ça plaira beaucoup à Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.